7h42 sur France Culture, les différents mots qui reviennent sont les mots France ingouvernable, paralysie, un parlement bloqué. Bonjour Marc Lazare. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire et de sociologie politique, directeur du Centre d'histoire de Sciences Po à Paris. Et je vous ai invité pour votre regard sur la France et puis pour les comparaisons internationales que vous pourriez faire, puisque vous êtes notamment spécialiste de l'Italie. Et en Italie, eh bien, on a aussi cette question de l'immobilisme en politique, ou cette sensation que la politique est bloquée. Votre regard sur ce second tour des législatives? Il est tout à fait inédit, pour ne pas dire historique. Je ne fais dire là une banalité, pardon. Mais je m'étrangle dès le Non, bon non. matin. Vous pouvez boire un verre d'eau avant de Je prendre reprends votre un élan. verre d'eau. Non, effectivement, c'est une situation inédite et certainement historique, puisque c'est la première fois qu'on se retrouve dans ce type de configuration. Ce qui me frappe, vous employez les mots de paralysé et d'immobilisme. Ce que la presse Oui, emploie. oui, bien sûr. Mais c'est vrai, on sent bien qu'il y a un peu de panique actuellement à l'Élysée. Le Conseil des ministres a été repoussé. On voit qu'il y a une tentative d'essayer pour le président de la République de répondre à cette situation justement imprévue et imprévisible. Ce que je constate, c'est la fragmentation du système des partis politiques et notamment des groupes parlementaires. Finalement, il n'y a qu'un seul groupe qui ait une stratégie apparemment claire et nette. C'est le Rassemblement national avec ses 89 députés, ce qui là encore est une nouveauté absolument incontestable dans l'histoire de la Ve République et qui mérite une profonde réflexion. Mais si vous regardez les Républicains, ça commence à se diviser pour savoir quel type d'attitude adopter par rapport justement au pouvoir exécutif. Ensemble semble, c'est le cas de le dire, pas tellement ensemble, puisqu'il y en a qui proposent déjà un accord en tant que tel programmatique avec les Républicains, et ce déplacement vers la droite signifierait la fin du macronisme, qui était normalement fondé sur l'idée du dépassement de la gauche et de la droite, et ne satisferait pas ce qui reste de centre-gauche au sein de Ensemble. D'autres sont pour une sorte de politique de navigation à vue et en fonction des lois adoptées, de trouver des accords. Du côté de la NUPES, de la nouvelle Union politique, populaire, écologique et sociale, on sent tout de suite les divisions. Jean-Luc Mélenchon, qui n'est plus au Parlement quand même, essaye d'obtenir un groupe unique, et on voit que tout de suite, ses alliés, les Verts, les socialistes, les communistes, avec un Fabien Roussel qui sort de l'Élysée en évoquant un gouvernement d'union nationale, et ces trois formations, socialistes, Verts et communistes, essayent immédiatement de reprendre leur autonomie et de constituer des groupes pour pouvoir faire entendre leurs différences, c'est-à-dire que l'union n'est pas l'unité. Donc c'est effectivement une situation très compliquée. Je pense, cela dit, j'ai lu un certain nombre de commentateurs qui parlent d'un retour à la 4e République. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Ça n'a pas de sens parce que la situation est quand même très différente. Nous sommes dans les institutions de la 5e République. Le président de la République a justement un pouvoir important. Il y a des modalités du travail parlementaire qui permettent au pouvoir, quel qu'il soit, de faire passer un certain nombre de lois. Ce qui, en revanche, est vrai, qui peut être une modification à laquelle on va assister, c'est que le Parlement, incontestablement, va avoir un rôle plus important à jouer. Mais s'il n'a pas la majorité, Marc Lazare, autrement dit, si Emmanuel Macron ne parvient pas à construire une coalition, que pourra-t-il faire? Je pense que texte par texte, il y aura une série de dispositions pour convaincre parfois les Républicains de soutenir tel projet de loi, parfois les socialistes. Faites attention, il y a un groupe de divers gauche qui n'est pas négligeable. Il y a des socialistes qui sont fait élire sur les listes de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, dont on sait qu'ils pensent tout le contraire et le plus grand mal de Jean-Luc Mélenchon, qui pourraient être sensibles à un certain nombre de textes. Donc ça va être de la navigation à vue, ça va être plus lent, et avec une grande interrogation pour le président de la République, ça c'est sûr, pour ce second mandat. Lui qui voulait justement, lorsqu'il avait été élu en 2017, bouleverser tout, lui qui apparaissait comme le grand réformateur, là, il va devoir prendre du temps, et incontestablement, il est affaibli en politique intérieure. Je crois qu'on ne l'a pas assez souligné au niveau européen, et j'insiste sur ce point, parce que bien sûr, sur la politique européenne, il aura un consensus plus large qu'ensemble, parce qu'une partie des républicains est pro-européen, une partie des socialistes et des écologistes qui sont au Parlement sont pro-européens, et puis d'une certaine façon, il peut se passer d'eux pour dégager sa politique et développer sa politique européenne, mais quand on regarde un peu ce qui se passe et les réactions des capitales européennes, on voit que le flamboyant Emmanuel Macron, celui qui apparaissait comme le leader de l'Union européenne, celui qui voulait impulser un certain nombre
de questions décisives sur justement les règles économiques et financières de l'Union européenne, sur la défense européenne, sur les politiques communes de migration, par rapport au chancelier allemand et habile transition, Mario Draghi, président du Conseil italien, il ne va plus avoir, disons, le même ascendant à cet égard. Connaissant, non pas personnellement Emmanuel Macron, mais voyant sa politique, je pense qu'il essaiera de reprendre la main très rapidement. Et il y a deux possibilités, d'une certaine façon, permettez-moi d'émettre cette hypothèse, où c'est un président de la République qui va vouloir justement, je vais employer un verbe que je ne devrais pas employer, driver en quelque sorte sa première ministre, si c'est Elisabeth Borne qui continue, pour essayer justement de dégager une majorité à géométrie variable, cas par cas, au Parlement européen, sachant que justement Mme Borne n'a pas beaucoup d'expérience du travail parlementaire qui sera hyper compliqué. Mais il peut y avoir des ministres qui seront en charge de ça, notamment celui qui est en relation avec le Parlement, et puis d'autres personnalités, y compris auprès de la Première ministre. Ou alors il y a une autre possibilité, c'est que finalement, le président Macron décide d'être un peu comme le général de Gaulle, c'est-à-dire de laisser au Premier ministre le travail du quotidien et d'essayer de s'inscrire dans l'histoire avec un grand H, puisque c'est son deuxième et dernier mandat, et d'essayer d'être un président qui a plus de distance, qui s'inscrit en tout cas dans la durée historique, qui essaye de développer une politique européenne et internationale. Alors, est-ce que ce dilemme sera résolu? Quel choix fera-t-il? Il faut attendre, bien évidemment, les jours et les mois à venir. La cause arithmétique de cette situation, Marc Lazare, c'est que nous étions habitués en France à un bipartisme. Aujourd'hui, on a au moins 3 forces, peut-être 4 forces d'ailleurs, au sein de cette Assemblée nationale. Ça veut dire que finalement, en politique, les chiffres 3 et 4 sont des chiffres maudits. On ne peut pas gouverner un pays avec des forces politiques de ce type. J'y pense parce que vous avez notamment publié une histoire du Parti communiste français aux presses universitaires de France. À l'époque, on avait donc des forces de gauche importantes comme le PCF. Aujourd'hui, il y a la NUP, mais la NUP ne fait par exemple que 25, 29, 30% des voix, autrement dit pas assez pour avoir la majorité. Oui, c'est incontestable. Là, on a vraiment une fragmentation, une décomposition aussi des partis politiques, et en plus des partis politiques de plus en plus faibles. Le Parti communiste est à peine 30 000 adhérents aujourd'hui. Donc, c'est plus du tout les mêmes forces politiques que l'on avait dans les années 70 et même jusqu'aux années 80. On a des formations qui sont en plus de plus en plus divisées. C'est le cas, par exemple, des Républicains aujourd'hui. C'est le cas de ce qui reste du Parti socialiste. On me dit que les effectifs aussi du Parti socialiste tournent autour de c'est rien du tout. Les Verts, n'en parlons pas, sont aussi des formations très divisées. Ou alors vous avez des mouvements très personnalisés, des partis, même pas des partis, d'ailleurs des mouvements personnels. On en a 3 exemples dans le dispositif actuel. Le Rassemblement national, bien sûr, même si Marine Le Pen n'est plus la présidente de ce parti, mais c'est elle qui tient le parti. Entre parenthèses, elle a réussi son opération dite de dédiabolisation. Elle a marginalisé complètement son rival, Éric Zemmour. La France insoumise, qui est une formation qui est tenue par Jean-Luc Mélenchon et son petit cercle d'amis et de collaborateurs autour de lui, et qui est finalement pas une formation très structurée, et ce qui s'appelait La République en marche et qui s'est transformé en Renaissance, dont on voit bien la faiblesse. Et donc ces trois grandes formations, ces 3 grands mouvements dépendent du sort de leur leader. Marine Le Pen pour les années à venir, Jean-Luc Mélenchon qui a donc décidé de ne pas être au Parlement. Alors qu'est-ce que ça signifie? On dit qu'il veut créer une fondation. Est-ce qu'il va se retirer en quelque sorte comme cela, comme une sorte de sage de la gauche, après avoir dit que le clivage gauche-droite n'existait plus en 2017? Ou est-ce que il se prépare d'ores et déjà pour la prochaine échéance présidentielle. On me parle de son âge, mais enfin, Biden a été élu à 79 ans, il a l'air en pleine forme, Jean-Luc Mélenchon. Et puis la République en marche, ou plus exactement Renaissance, qu'est-ce que ça va devenir après la fin du 2e mandat d'Emmanuel Macron? Donc on est vraiment dans une situation parlementaire inédite, dans une fragmentation des partis politiques et dans des formations qui n'ont plus l'enracinement au sein de la société. Et puis ajoutons un phénomène fondamental qu'on a tendance à oublier parce qu'on est obnubilé par cette situation parlementaire, c'est quand même le taux d'abstention. Et vous savez, Guillaume Erner, que j'avais fait une enquête pour l'Institut Montaigne sur les jeunes en politique, qui avait été publiée juste avant les élections présidentielles. Donc je précise qu'à la fin de cette enquête, près de 8000 jeunes avaient répondu. Je l'avais faite avec Olivier Galland. Il y avait beaucoup de choses qui concernaient la politique. On l'avait publiée juste avant la campagne présidentielle. Et on interpellait les politiques qui allaient justement entrer en lice
une seule candidate, ou plus exactement une équipe de cette candidate, a voulu nous rencontrer. Indifférence totale. Alors, je ne dis pas que c'était la Bible ce qu'on avait fait, mais il y avait beaucoup d'éléments très instructifs sur la désaffiliation politique des jeunes. 70% des jeunes qui sont de 18 à 24 ans ne sont pas allés à voter. 26% dans notre enquête disent qu'ils sont complètement désengagés, qui se fichent de toutes les questions. Et c'est les jeunes ayant le plus faible niveau d'instruction, habitant dans les zones rurales, des petites et des moyennes villes. Voilà aussi un élément à prendre en considération dans cette crise politique qui n'est pas, selon moi, une crise de régime, mais une crise politique très profonde. Alors, le moment de la comparaison. Si cette fois-ci, Marc Lazare, on prend cette situation française et on la compare à la situation italienne, y compris d'ailleurs par rapport à la désaffection d'une partie de la population par rapport à la politique, est-ce ce à quoi on assiste en Italie? Oui, bien sûr, et ça fait longtemps, hein. Je veux dire, il y a à la fois un processus de désaffection qui se traduit par le fait qu'il y a là aussi en Italie une augmentation, une hausse de l'abstention incontestable, par le fait qu'il y a la recherche en permanence de la nouveauté. Alors, par exemple, en 2013 et en 2018, ça s'est traduit par le vote pour le mouvement 5 étoiles, hein, qui avait plus d'un tiers des votes au moment des dernières élections politiques en Italie, ce qu'on appelle législatives chez nous, en 2018. En 2019, aux élections européennes, plus d'un tiers de l'électorat avait voté pour la Ligue de Matteo Salvini, donc des formations pour aller vite que l'on qualifie de populistes. Et la recherche aussi de nouveautés. Et actuellement, la formation qui est en plein développement en Italie, c'est un parti politique qui s'appelle Fratelli d'Italia, Frères d'Italie, une formation qui vient de l'extrême droite néofasciste, qui est dans tout un processus un peu de transformation lente, chaotique, compliquée, pour essayer de devenir une formation de droite extrême, de droite radicale, de droite conservatrice, et qui est actuellement considérée comme le premier parti politique en Italie. Oui, on a ce processus-là, mais dans le cadre d'une démocratie parlementaire. Et alors, justement, l'Italie donne l'impression, vue de loin, qu'on a affaire à un pays qui est ou bien paralysé ou bien en proie à des convulsions politiques régulières. Est-ce une manière fidèle de décrire la situation politique de ce pays? Est-ce ce qui nous menace ou, je ne sais pas, peut-être que c'est une situation enviable, Marc Lazare? Alors oui, pour nous, évidemment, habitués à la Ve République, l'Italie apparaît comme un pays baroque, hein. Les gouvernements ont une durée de vie depuis la naissance de la République, 1946, d'une année à peu près. On en est, je crois, au 67e gouvernement italien. Et sans vouloir remonter dans l'histoire, en même temps, il y a quelque chose d'assez inédit actuellement. C'est-à-dire que le président du Conseil s'appelle Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne, et il y a une sorte de gouvernement d'union nationale qui s'est constitué à partir de février 2021 autour de Mario Draghi, avec des partis, en France ça paraît inconcevable, le Parti démocrate de centre-gauche, une formation un peu plus à gauche qui fait partie de cette coalition, le mouvement 5 étoiles, la Ligue de Matteo Salvini, Forza Italia de Silvio Berlusconi et différents petits groupes centristes. Imaginez ça en France, une sorte de grand rassemblement autour d'Emmanuel Macron avec le Rassemblement national. Déjà, on ne l'imagine pas parce que l'une des questions qui est posée avec une certaine acuité dans la scène politique française est de savoir si l'on peut non seulement s'allier au Rassemblement national, mais aussi accepter ses voix au Parlement. C'est ce qui notamment fait polémique en ce moment. Oui, alors en fait ma comparaison n'est pas bonne de ce point de vue-là, parce que le Rassemblement national est proche de Frères d'Italie, mais une formation, disons, qui serait de droite plus radicalisée et qui appartiendrait à un gouvernement où il y aurait aussi le Parti socialiste, voire la France insoumise. Ce serait ça, hein. Donc c'est assez étonnant. Mais pourquoi Voilà, la droite dure, pourquoi la droite dure italienne peut-elle siéger avec des partis de gauche? Comment les uns et les autres l'acceptent là-bas, Marc Lazare? Alors, c'est ça qu'il faut prendre en considération. La démocratie parlementaire italienne, depuis ses origines, est fondée sur des coalitions gouvernementales. Ce qui explique à la fois sa fragilité, le fait qu'il y a des renversements de gouvernement parce que ça rassemble des forces hétérogènes, mais c'est la seule façon de pouvoir gouverner ce pays. Ça, c'est l'histoire de la République italienne et de la démocratie parlementaire italienne. Mais ce qui est frappant en 2021, avec l'exemple de Mario Draghi, c'est que le président de la République, Sergio Mattarella, a fait appel donc à Mario Draghi pour essayer de sauver l'Italie dans une situation où le président de la République pensait
Français qu'ils ne pouvaient pas dissoudre les chambres de manière anticipée pour organiser des élections alors qu'on était en pleine période de pandémie et dans une situation économique extraordinairement compliquée. D'autant plus qu'il y avait le plan de relance européen qui a été voté par l'Union européenne en juillet 2020. Et je vous rappelle que le principal bénéficiaire de ce plan de relance européen, c'est l'Italie. Et par conséquent, un certain nombre de formations, voyant la crédibilité européenne internationale de Mario Draghi, sa compétence, les sommes d'argent considérables et le fait que l'opinion publique italienne, plutôt réceptique ces dernières décennies, était en train de changer de perception de l'Union européenne, du fait des politiques de l'Union européenne sur les questions de santé et justement ces mannes d'argent qui étaient proposées, ont décidé, ces différentes formations, de faire en quelque sorte un pacte pour s'unir et accepter un gouvernement qui est organisé par Mario Draghi. Alors c'est un gouvernement qui tire à U et à Dia, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de principes qui ont été annoncés par Mario Draghi, la réforme de l'administration publique, des investissements massifs, l'aide à l'éducation et à la recherche, la relance de l'économie, des aides pour les entreprises, une série de dispositions pour moderniser les infrastructures. Et donc, ces différentes formations ont accepté provisoirement de se mettre ensemble, tout en de plus en plus, à mesure qu'on s'avance vers l'échéance électorale de 2023, de faire entendre leurs différences, ce qui fait qu'on a une sorte de petite guérilla permanente. Mais le mot clé, Guillaume Erner, de tout cela, c'est le mot médiation et le mot du compromis. Parfois, ce compromis, en Italie, veut dire compromission et incapacité justement de prendre des décisions. Mais parfois, comme c'est actuellement le cas avec Mario Draghi, il y a un certain nombre de décisions et de politiques qui sont mises en place. C'est tout le paradoxe de cette démocratie italienne, de cette démocratie parlementaire qui nous semble si étrange en France. Mais ça veut dire quoi alors? Et on pourrait en parler très longuement, mais est-ce que ça veut dire que les partis politiques ont le sens des responsabilités ou bien au contraire qu'ils ont si peu d'éthique, de conviction qu'ils sont prêts finalement à toutes les cuisines pour rester au pouvoir? Les deux à la fois. Les deux à la fois, c'est-à-dire que oui, parfois c'est du pur opportunisme, et par exemple, accepter de participer au cours de cette 18e législature à 3 gouvernements différents. Gouvernement Giuseppe Conte 1, Ligue, plus Mouvement 5 étoiles, gouvernement populiste. Gouvernement Conte numéro 2, Mouvement 5 étoiles et Parti démocrate centre-gauche, la Ligue à l'opposition. Et maintenant un gouvernement avec Mario Draghi, une sorte de gouvernement d'union nationale avec un seul parti d'opposition. Oui, un mélange effectivement d'opportunisme, pour certains partis surtout éviter la dissolution anticipée des chambres, et pour d'autres de réelles convergences qui font d'ailleurs éclater actuellement la Ligue et le Mouvement 5 étoiles. Marc Lazare, vous êtes professeur d'histoire et de sociologie politique. On vous doit une histoire du Parti communiste français aux presses universitaires de France. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On va poursuivre la comparaison entre une scène politique française paralysée, bloquée, menacée d'être immobile, et d'autres scènes politiques. On évoque l'Italie avec vous, on va évoquer Israël avec notre correspondant dans ce pays, Frédéric Mettezo, et la Belgique avec une politiste, Caroline Sagesser. En attendant, il est 8h sur France Culture. Comment éviter la paralysie en politique suite, bien entendu, au second tour des législatives? On a tenté un premier tour d'horizon avec Marc Lazare, professeur d'histoire et de sociologie politique. On vous doit une histoire du Parti communiste français aux presses universitaires de France. On a fait une première comparaison avec l'Italie. Et pour poursuivre ces comparaisons, nous sommes en compagnie de notre camarade Frédéric Mettezo. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. On va voir quelle est la situation en Israël, cette situation donc de renouvellement politique perpétuel. Et puis nous sommes également en compagnie de Caroline Sagesser. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire et chargé de recherche au sein du secteur sociopolitique du CRISP, le Centre de recherche et d'information sociopolitique. Comment la Belgique observe-t-elle ce qui se passe en France aujourd'hui ? Évidemment, je pense qu'on est un peu amusé de voir l'inflation de titres catastrophistes dans la mesure où nous avons l'habitude de la pratique du gouvernement de coalition depuis l'avènement du suffrage universel en 1918. Nous avons toujours des gouvernements de coalition. Et c'est vrai que les choses se sont compliquées ces dernières années en Belgique avec l'inflation du nombre de partis nécessaires pour former une coalition. Et donc notre coalition au gouvernement fédéral pour l'instant est composée de 7 partis. Oui. Donc effectivement, c'est une toute autre perspective.
Vous avez deux partis libéraux, deux partis socialistes, deux partis écologistes. Est-ce que c'est raisonnable d'en avoir autant? Ah, raisonnable, c'est une très bonne question. Mais en fait, pendant très longtemps, ce système a bien fonctionné parce qu'il y avait essentiellement trois partis politiques. Et puis, dans le dernier quart du XXe siècle, il y a eu une inflation du nombre de formations politiques avec le développement de nouveaux partis avec des programmes plus radicaux, on va dire, et plus difficiles à concilier dans un accord de coalition. Et puis surtout, nous avons eu ce phénomène sans doute propre à la Belgique, qui est la scission des partis politiques sur une base linguistique. Donc, comme vous le disiez très bien, on a deux partis socialistes, deux partis libéraux, parce qu'on a chaque fois un parti francophone et un parti néerlandophone. Et c'est véritablement cette dimension linguistique qui vient compliquer singulièrement la donne politique en Belgique, dans un contexte aussi de réforme de l'État, puisque la Belgique est passée d'un État unitaire à un État fédéral et que depuis 1970, les réformes constitutionnelles sont monnaie courante dans notre pays. Donc ça aussi, ça complique la donne. Alors, je n'aimerais pas faire de comparaisons scabreuses ou qui n'ont pas lieu d'être, Marc Lazare, mais l'Italie, qui est également dans une situation politique complexe, et un pays qui n'est pas centralisé, qui a probablement dès lors une tradition beaucoup moins jacobine, je crois que le terme doit être difficilement traduisible, mais en tout cas une tradition autre que la France, et peut-être plus proche de la Belgique à cet égard. Oui, incontestablement, parce qu'on sait qu'il y a une grande diversité régionale et en particulier cette diversité entre le nord et le sud de l'Italie. Ce qui est un peu comparable avec la Belgique, mais aussi avec Israël, c'est que effectivement, ces trois pays, avec chacun d'entre eux leurs règles, leurs histoires, leurs institutions, sont des démocraties parlementaires, et ça a été très bien dit par ma collègue, sont habitués à des gouvernements de coalition. Alors, encore une fois, ça nous semble très, très étrange. Dans le cas italien, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on sait toutes les limites et les défauts de cette démocratie parlementaire italienne, justement des coalitions qui sont fondées sur des compromis, qui sont parfois des compromissions et du coup qui ont du mal à faire adopter des politiques publiques parce qu'il y a trop d'opposition, la lenteur pour élaborer des lois. Je rappelle que c'est un bicaméralisme parfait ou intégral, c'est-à-dire que les deux chambres ont les mêmes pouvoirs, l'instabilité des gouvernements dont on a parlé. Mais en même temps, ce que je constate, notamment ces dernières années, c'est que cette démocratie italienne qu'on présente souvent comme faible et qui par certains aspects l'est, a une capacité d'absorption des charges protestataires et populistes. Parce qu'en les associant au gouvernement, en faisant des compromis, elles mettent ces formations populistes dans des situations extraordinairement compliquées. Et je prends deux exemples. Le mouvement 5 étoiles qui voulait tout renverser, maintenant scissionne entre une aile responsable qui du coup dit on n'est plus populiste, on n'est plus extrémiste, on est pro-européen, et puis une aile radicale de la protestation. Alors c'est un changement pour la première aile responsable, peut-être par opportunisme dont vous parliez tout à l'heure Guillaume, mais aussi parce que effectivement une fois arrivé au pouvoir, on comprend le sens et la complexité des responsabilités. Et la Ligue de Matteo Salvini, un Matteo Salvini dont la popularité décline, est tiraillée entre d'un côté là aussi son aile responsable, notamment du fait de son implantation dans le nord de l'Italie où les chefs d'entreprise, les petits et moyens entrepreneurs italiens souhaitent avoir tous les mannes d'argent venant de l'Union européenne et veulent surtout pas rompre avec Mario Draghi, et là aussi sa dimension, son aile de la protestation. Donc c'est ça qui me frappe finalement, cette démocratie faible, incontestablement fondée sur des coalitions, avec cette capacité de médiation qui parfois nous étonne, a en même temps cette capacité de ce que j'appelle d'un grand mot employé en anthropologie, d'acculturation démocratique. Caroline Saguet, c'est ce qui se passe en Belgique. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose qui peut être finalement viable à long terme? Est-ce que vous vous dites que vous traversez une crise politique ou bien est-ce que c'est finalement une gestion du compromis et pas des compromissions? Moi, je crois que nous sommes face à un problème structurel, hein. Mais bon, tout d'abord, il faut rappeler qu'étant un État fédéral, ce sont des problèmes qui se posent uniquement au niveau fédéral, donc au niveau national. Les mêmes problèmes ne s'observent pas dans la constitution du gouvernement wallon ou du gouvernement flamand. Ça se passe plus facilement. Mais donc, au niveau fédéral, effectivement, on a une tendance lourde depuis une vingtaine d'années à voir la constitution d'un gouvernement prendre de plus en plus de temps, vu la difficulté de concilier les programmes des uns et des autres, de trouver un accord. Et
donc nous avons eu, par exemple, après les élections du 26 mai 2019, il nous a fallu près de 500 jours pour voir un nouveau gouvernement être mis sur pied. Donc ça, évidemment, ce n'est pas tenable à long terme. Mais c'est la question que j'allais vous poser, parce que les Français à l'époque regardaient ça en se disant, voilà, alors qu'est-ce qui va se passer? Comment un pays peut-il vivre sans gouvernement? Résultat des courses, Caroline. Mais nous avons un gouvernement que nous appelons en affaires courantes, donc un gouvernement qui ne jouit plus d'une majorité parlementaire. Et donc ce gouvernement peut agir et il le fait. Et un de nos problèmes, c'est que ce gouvernement en affaires courantes, qui est donc dépourvu d'une forte légitimité démocratique, prend de plus en plus de décisions en affaires courantes, alors qu'il n'est pas contrôlé par le Parlement. Et ça, évidemment, ce n'est pas démocratique. Et l'autre problème, c'est la perte de confiance de l'électeur, sa perte d'intérêt dans ce qui se passe à la scène fédérale, avec évidemment beaucoup de déception in fine, parce que quand vous avez tellement de partis autour de la table, chacun essaie d'avoir un marqueur ou l'autre dans le programme, mais évidemment, il y a peu de points du programme pour lequel l'électeur s'est prononcé qui vont être retrouvés dans l'accord de gouvernement. Donc ça accroît, je dirais, la distanciation entre l'électeur qui ne voit plus très bien le résultat de son vote. Marc Lazare. Oui, je retrouve vraiment un écho, et en particulier, j'ai en quelque sorte fait l'éloge du processus d'acculturation démocratique en Italie, mais ça s'accompagne, c'est le revers de la médaille, de cette désaffection des électeurs, de cette incompréhension des électeurs. Là, sur la 18e législature, donc qui s'ouvre en 2018, 3 gouvernements différents, comme je le rappelais, ça déconcerte les électeurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça veut dire aussi que les problèmes structurels en Italie, je ne dis pas que l'Italie est le seul pays à avoir des problèmes structurels, Marc Lazare, mais par exemple le crime organisé, le fait que les infrastructures publiques dans le Sud sont dans un état absolument catastrophique. Tout cela, le fait que ça s'installe est peut-être lié justement à l'absence de politique sur le long terme. Absolument, et de la difficulté de la classe politique aussi d'anticiper et d'avoir un projet à long terme. Ça, c'est incontestable. Et parmi tous les problèmes bien sûr, et parmi tous les problèmes que vous évoquez, on pourra en rajouter d'autres. La faible compétitivité des entreprises, la question de la réforme de l'administration publique est un serpent de mer. Actuellement, le ministre a plusieurs idées, essaye de les mettre en place, mais il y a une résistance très forte de cette administration pléthorique. Et puis une autre question, et je termine là-dessus, d'autant plus, cher Guillaume, que je dois partir, mais juste sur un point, c'est la chute démographique de ce pays. Il y a plus de morts que de naissances chaque année. C'est un pays vieillissant, gérontocratique, qui ne fait pas de place à la jeunesse. Et donc, ça ouvre un fossé entre les dirigeants politiques et la jeunesse italienne. Ça, c'est la situation donc en Italie. Frédéric Metteso, chaque jour, vous nous expliquez quelle est la situation en Israël, pas toujours d'ailleurs sur le terrain politique, mais ce qu'il faut expliquer à nos auditeurs, c'est qu'Israël est aujourd'hui le leader mondial en matière de fabrication d'élections. Oui, c'est ça. Depuis 1992, aucune Knesset, aucune assemblée israélienne n'est allée jusqu'à son terme. Normalement, les députés sont élus pour 4 ans, mais depuis 1992, la durée moyenne d'une législature, c'est 2 ans et demi. Je vous cite un exemple, Guillaume. Je suis correspondant pour France Culture depuis 2019 en Israël. Je m'apprête à couvrir mes 4e élections, et ce seront les 5e élections législatives en moins de 3 ans et demi. Mais alors, comment expliquer cela? Comment rendre compte donc d'une situation qui paraît complètement ubuesque? Alors, il y a un mot en hébreu qui s'appelle le balagan. C'est le premier mot que vous apprenez en arrivant en Israël. Ça veut dire le bazar. Et encore, je suis poli. Voilà. Vous le dites Israël, bien. Israël, c'est 9 millions d'habitants et c'est un pays très hétérogène. Et donc, pour refléter ce communautarisme, dans la logique israélienne, c'est pas du tout péjoratif, communautarisme. Israël a un système à la proportionnelle intégrale. Ça veut dire que tout parti qui fait 3,25% des voix, rentre au Parlement avec au minimum 4 sièges. Il y a 120 sièges en Israël. Et donc, toute la société est représentée dans les partis politiques. Je vous prends la majorité juive, 80% de la population. Ils se divisent entre droite, gauche et centre. Bon, ça c'est à peu près comme en Europe. Entre juifs laïcs et entre juifs religieux, parfois entre ashkénazes et séfarades. Et on ajoute à ça la minorité arabe, à peu près 20% de la population. Et vous avez des arabes nationalistes, des communistes et des islamistes. Donc vous avez autant de partis politiques que de nuances politiques. Ça fait que on se retrouve avec un pays où il y a une vertu, c'est que aucune voix n'est perdue, quasiment aucune voix n'est perdue. Mais à côté de ça, vous êtes obligé de chercher en permanence des coalitions. Il y a 120 députés en Israël depuis
depuis la création du pays, aucun parti politique n'a jamais eu la majorité absolue, même le grand David Ben Gourion, comme on dit ici. Donc, il faut toujours chercher des majorités. Et comme le pays est très fragmenté, comme le pays est très hétérogène, Israël c'est un pays de tribus, eh bien, on se retrouve avec des coalitions très très faibles. Par exemple, celle qui vient de tomber, celle de Naftali Bennett, c'est entre guillemets une grande coalition puisqu'elle va de la droite nationaliste à la gauche de la gauche en passant par la droite, le centre, la gauche et un parti islamiste. Eh bien, cette grande coalition, elle n'avait seulement que 61 sièges sur 120. Et alors, justement, si on poursuit cette comparaison, Frédéric Mettezo, on voit qu'on a affaire à des gouvernements de coalition, vous venez de l'évoquer, des gouvernements de coalition qui sont parfois parfaitement baroques. Exactement, c'est le cas de celle qui va tomber de coalition. On avait Naftali Bennett qui est issu de la droite nationaliste. Il est nationaliste religieux, il porte la kippa. Il était le premier ministre d'Israël à porter la kippa dans sa vie civile. Il défend la colonisation. Le vice-premier ministre, c'était Yair Lapid, qui lui est un laïc intégral. Il représente plutôt le centre-gauche et lui, il est plutôt pour la solution à 2 États. Ajoutez à cela un nationaliste laïque, un parti frère musulman, et oui, ce qui est quand même Israël, le plus, ce qui est quand même le plus piquant dans cette histoire. Baroque. Oui, c'est ça, c'est que Israël est le seul pays au monde à avoir des députés frères musulmans élus démocratiquement parlant. Ajoutez à ça le vieux parti travailliste, le parti fondateur d'Israël. Ajoutez la gauche de la gauche, qui est le parti Meretz. Vous avez une coalition qui est complètement contre nature. C'est comme si en France on avait mis le PS, Jean-Luc Mélenchon, Éric Ciotti, François Bayrou et les macronistes, vous voyez ? Et je ne sais pas effectivement comment on pourrait traduire les frères musulmans dans ce contexte-là, mais alors ces gens-là, ils ont au moins un atout, c'est qu'ils ont un ennemi commun, Frédéric. Exactement. Cette coalition, c'était pas une coalition pour, c'était une coalition contre, et c'était contre Benyamin Netanyahou, celui que tout le monde surnomme Bibi ici. Il a été Premier ministre pendant plus de 15 ans cumulés. Bibi, c'est la droite nationale israélienne, et c'est vrai que c'est une personne tout à fait charismatique, extrêmement familière des Israéliens. On connaît ses positions, il est très à droite, il est nationaliste, il est contre une solution avec les Palestiniens, il est très libéral économiquement parlant. Et le temps passant, Netanyahou a un petit peu épuisé la démocratie israélienne. Il a dû lui-même faire des coalitions, y compris avec la gauche, y compris avec le centre. Et ses partenaires se sont sentis tellement floués, déçus les uns après les autres, qu'ils ont formé cette coalition. Donc Netanyahou, c'était le premier parti d'Israël. Il est très largement en tête à la Knesset, mais il n'est pas majoritaire. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu cette coalition anti-Bibi. Est-ce que la situation en Belgique peut être comparable à cela, Caroline Ségessé ? Parce qu'on voit qu'on a affaire en Israël à une situation finalement extrêmement clivée du fait de la personnalité de l'ancien Premier ministre. En Belgique, on a l'impression, alors vu de France, et c'est la raison pour laquelle je vous pose la question, on a l'impression que la scène politique est beaucoup moins incarnée, qu'il y a beaucoup moins de personnes qui marquent comme cela la politique, à l'instar d'Emmanuel Macron en France et de Benjamin Netanyahou en Israël. Oui, c'est tout à fait correct, et ça renvoie également à notre méthode de scrutin, un scrutin proportionnel dans 11 circonscriptions, un scrutin de liste, et beaucoup de citoyens votent effectivement pour un parti, pour un programme, plutôt que pour une personnalité. Et pour vous dire, le gouvernement actuel, le gouvernement présidé par Alexander De Croo, 2 éléments. Le parti d'Alexander De Croo, l'Open VLD, a seulement 12 sièges sur les 150 que compte la Chambre des représentants. Ce n'est pas le plus grand parti. Et par ailleurs, on a connu le nom du Premier ministre que la veille de la prestation de serment du gouvernement, parce que c'est un élément qui se négociait entre partis et dont ils avaient décidé qu'il ne serait véritablement négocié et décidé qu'une fois que tout ce qui était le plus compliqué, à savoir le programme de gouvernement, était déjà décidé, à partir du moment où ils avaient un accord sur tout le reste, on discuterait du nom du Premier ministre. Donc c'est vraiment très différent, même si structurellement, évidemment, le problème de la dispersion des voix, le fait que nous ayons tant de partis représentés à la Chambre, que nous en ayons 12, et qu'effectivement il faille de plus en plus en réunir autour de la table, ça c'est quelque chose qui
qui perdure, avec en plus la montée en puissance des extrêmes, hein. C'est ce qui vient compliquer le jeu en Belgique. L'extrême droite du côté flamand, l'extrême gauche des deux côtés de la frontière linguistique. Ensemble, ces extrêmes totalisent 30 sièges sur les 150 que compte la Chambre. Et ce sont donc des voix qui ne sont pas disponibles pour former un gouvernement. L'extrême droite parce qu'il y a évidemment un cordon sanitaire contre elle. L'extrême gauche parce qu'ils ne sont pas disposés actuellement à négocier pour entrer dans un gouvernement qui sera forcément plutôt centriste. Et donc ça veut dire que, je dirais, quasi tous les autres doivent se mettre ensemble pour former un gouvernement, et c'est ce qui complique singulièrement les choses. Est-ce que cette situation peut durer longtemps, Caroline Séguesser? Est-ce que c'est en quelque sorte consubstantiel aujourd'hui au système politique belge? Vous pensez que c'est indépassable? Oh non, ce n'est certainement pas indépassable, et puis il faut toujours être optimiste. Mais bon, une chose qui permet à ce système tout de même de durer déjà depuis quelques législatures, c'est le fait que nous ayons transféré beaucoup de compétences aux régions, aux communautés, aux entités fédérées, et que là, ça fonctionne. Donc il n'y a pas de vide du pouvoir, je dirais, pour les citoyens. Ça devient de plus en plus compliqué au niveau fédéral. Donc effectivement, plusieurs analystes et quelques membres importants des différentes formations politiques ont déjà émis l'idée que nous changions la formule de constitution du gouvernement fédéral, qui est effectivement un peu archaïque et qui est marquée notamment par toutes ces visites des présidents de parti auprès du chef de l'État, qui chez nous est un roi, qui en temps normal n'a pas grand-chose à dire dans le jeu politique, mais qui au moment de la formation du gouvernement, dans ce laps de temps de plus en plus long qui sépare le scrutin de la prestation de serment du gouvernement, voit défiler chez lui une série de personnalités, et puis alors prend l'initiative de nommer des informateurs, des préformateurs. Au fil du temps, nous avons été créatifs. Donc maintenant, on nomme des démineurs, des facilitateurs. Enfin, il y a une inflation des fonctions de ces missionnaires royaux. Mais effectivement, je crois que c'est vraiment un peu dépassé à plus d'un titre. Donc il y a une réflexion en cours sur la façon dont on pourrait changer cela. Et peut-être effectivement limiter les négociations dans le temps. Parce que contrairement à Israël, on ne retourne généralement pas voter en Belgique. Il y a aussi cette idée assez répandue dans la classe politique que le vote étant obligatoire, on ne va pas, entre guillemets, déranger le citoyen trop souvent. Donc on essaye de grouper les scrutins des européennes, des législatives, fédérales, fédérées au même moment. Et donc le gouvernement, une fois qu'il est en place, il tient jusqu'au bout. Mais lors de sa mise en place, on n'envisage pas sérieusement de retourner aux urnes. Alors c'est une des pistes qui pourrait être envisagée pour contraindre les formations politiques à travailler plus vite. D'autres ont suggéré, par exemple, de les sanctionner financièrement si les partis ne se mettaient pas véritablement autour de la table, ou bien de demander aux citoyens de se prononcer alors sur la coalition. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont discutées parce qu'il y a une perte de temps et d'énergie absolument sérieuse dans les délais incroyables qu'il nous faut désormais pour former un gouvernement en Belgique. Frédéric Mettezo, les prochaines élections, est-ce qu'elles pourraient permettre à Israël d'échapper à ce cycle de coalition instable avec des durées de vie extrêmement brèves? Bon, vous savez, quand on arrive ici, on vous dit la première chose, c'est de ne jamais faire de paris sur l'avenir. Tout est possible et rien n'est jamais définitif en politique israélienne. Les élections, elles ont lieu le 25 octobre, c'est très loin. Mais si on regarde les sondages qui sont faits depuis 48 heures, les sondages ne donnent aucune majorité claire. Donc ce même matin situation. encore, tous les commentateurs disent si l'élection avait lieu aujourd'hui, on serait exactement dans la même situation. Mais alors là aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas relier cette situation de grande précarité politique avec une situation, alors d'une part, avec le conflit israélo-palestinien, dont le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas de solution aperçue à brève échéance. Et puis aussi, c'est moins connu, mais Israël souffre d'un certain nombre de problèmes structurels, des inégalités économiques très fortes, problèmes d'infrastructure, là aussi avec des inégalités régionales. Oui, et c'est tout le problème. Quand vous n'avez pas de majorité stable, quand vous n'avez pas de majorité durable, c'est difficile de construire des hôpitaux, c'est difficile de construire des routes, c'est difficile de désenclaver ce qu'on appelle les villes de la périphérie, c'est-à-dire sorties de Jérusalem, Tel Aviv et Haïfa, qui sont les grandes villes du pays. Eh bien, c'est vrai que Israël est un pays assez paupérisé, assez inégalitaire, et c'est vrai que c'est un peu un cercle vicieux,
plus le temps passe, moins ces régions se développent harmonieusement. Donc les électeurs sont un petit peu découragés, ne vont pas forcément voter ou se réfugient dans des partis extrêmes. Ça, c'est la première chose. Concernant le conflit israélo-palestinien, c'est plus du tout un sujet de campagne. On n'en parle plus du tout. Et pourtant, c'est une loi relative au statut civil des colons de Cisjordanie occupés qui vient de faire tomber la coalition. Donc, d'une certaine façon, le conflit israélo-palestinien s'est rappelé aux électeurs israéliens, à l'opinion israélienne, mais pour autant, il n'y a pas du tout de consensus sur la question, ou plutôt si, en réalité, la majorité des élus, même s'ils ne font pas coalition ensemble, sont plutôt contre un État palestinien. Et même situation en Belgique, Caroline Séguesser, parce qu'on parlait des affaires courantes de ce gouvernement qui, aujourd'hui, ne peut gérer que les affaires courantes, mais vous disiez qui a aujourd'hui tendance à sortir de ses prérogatives. Tout cela, donc, j'imagine, ne crée pas d'intérêt pour la politique, parce que les Belges ont, pour la plupart, l'impression que la politique ne peut pas reposer sur de grandes idées ou de longues idées. Oui, on dit souvent que ça manque un peu de souffle en Belgique et c'est certainement vrai. Maintenant, quand je faisais allusion aux affaires courantes, il s'agit de ces périodes de plus en plus longues entre le scrutin et la mise en place du nouveau gouvernement où on a un gouvernement sans majorité parlementaire. Maintenant, nous avons un gouvernement, le gouvernement d'Alexandre De Croo, qui dispose de cette majorité parlementaire et le problème est différent, c'est que les 7 partis qui le composent on a le sentiment qu'ils ont de plus en plus de mal à avancer ensemble. Et par exemple, des dossiers aussi importants que la réforme fiscale ou la réforme du régime des retraites qui sont au programme de ce gouvernement ne semblent pas vraiment prendre forme. Et on voit aussi que les différents partis ont tendance actuellement à critiquer les décisions prises par le gouvernement dont ils font partie, par la voix de leur porte-parole, de leur président. Et alors que le prochain scrutin en Belgique n'est prévu qu'en mai 2024, on a l'impression que déjà un peu toutes les formations politiques bandent leurs muscles et cherchent à tirer la couverture à elles. Et ça dans un contexte qui effectivement n'est pas aussi compliqué qu'en Israël, mais c'est un contexte évidemment inflationniste, de hausse des prix, de grogne sociale. Nous avons une grande manifestation nationale lundi à l'appel des principales organisations syndicales du pays. Donc effectivement, le mécontentement grogne et on ne voit pas très bien ce qui pourrait venir l'apaiser ni réduire ce fossé grandissant entre le citoyen et la politique, ou en tout cas entre les citoyens et la politique au niveau fédéral. Ça veut dire que les Belges sont très désenchantés? Les Belges sont désenchantés, mais pragmatiques, hein. Et puis, il y a d'autres niveaux de pouvoir, comme la commune, qui sont plus proches du citoyen et qui fonctionnent relativement bien. Donc, le désintérêt maximal s'observe pour la politique au niveau national. Et effectivement, je crois que si la participation au vote n'est pas obligatoire en Belgique, mais nous aurions des taux d'abstention certainement comparables à ceux qu'on observe en France. Et la situation en Israël, Frédéric Mettezo, alors la situation là aussi est contrastée parce que le pays économiquement va bien pour certains, parce que cette prospérité économique des uns, elle masque d'importantes inégalités sociales et une situation qui est extrêmement compliquée pour des personnes qui ne bénéficient pas du miracle de la tech ou des industries extrêmement florissantes. C'est exactement ça. D'un côté, vous avez Tel Aviv, c'est une ville très libérale, exubérante, très tolérante, très festive au bord de la Méditerranée. Vous avez ces gratte-ciel au bord de la mer. Tel Aviv, c'est la capitale de la high-tech, c'est la ville la plus chère du monde. Vous avez aussi Jérusalem, qui est une ville où vous trouvez à la fois des loyers assez délirants et à la fois de grands secteurs de pauvreté, notamment chez les Juifs ultra-orthodoxes et chez les Palestiniens qui vivent à Jérusalem. Et vous avez donc de grands écarts de revenus et de niveau de vie. Et puis après, vous avez ce qu'on disait tout à l'heure, la périphérie, avec des gens qui sont souvent des ouvriers agricoles, des gens qui sont souvent au chômage, qui ne bénéficient pas effectivement de la tech, mais qui souffrent du coût de la vie parce que Israël est un pays très 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 cher. Je vous cite juste un exemple. Si vous voulez acheter une plaquette de beurre importée, c'est 10 € la plaquette de beurre. C'est pour vous dire le niveau du coût de la vie ici en Israël. Et c'est vrai qu'il y a une bonne partie du pays qui reste complètement à l'écart du miracle israélien. Dès que vous sortez Vous des dites ça grandes parce que villes vous n'êtes pas fait au beurre cachère.
Voilà, au beurre margarine surtout. Mais c'est vrai que ce soit le prix de l'alimentation, le prix des loyers, tout ça est excessivement cher. Et vous avez une partie d'Israël qui est loin de ce miracle économique. Ce sont des villes où le niveau socio-éducatif est très faible. Il y a des villes en Israël où les gens ne parlent que l'hébreu ou que l'arabe, ils n'apprennent même pas l'anglais et c'est très handicapant aujourd'hui dans une économie mondialisée de ne pas parler anglais. Ce sont des secteurs, et c'est très paradoxal, qui sont à l'écart du miracle israélien et de la politique libérale, on va dire, qui a réussi en termes statistiques sous les années Netanyahou. Eh bien, ce sont ces gens, ce sont ces milieux très populaires qui votent Netanyahou. C'est un des paradoxes en Israël, il y en a beaucoup d'autres. Un mot de conclusion, Caroline Segesser. Est-ce que, je ne sais pas, vous avez en vue des élections qui pourraient permettre à la Belgique de sortir de l'ornière politique que l'on vient de décrire ? Mais écoutez, nous avons déjà fait 6 réformes de l'État depuis 1970. Oui, Une 7e est envisagée après les élections de 2024. Donc je prévois de toute façon une longue crise politique à l'issue de ce scrutin-là. Mais il n'est pas interdit d'espérer que cette 7e réforme de l'État soit la bonne et que nous mettions sur les rails une Belgique 2.0 qui, après une crise politique qui sera certainement fort longue, nous permettrait de repartir sur des bases institutionnelles plus saines et plus viables. Bon, en tout cas, ça donne du travail aux politistes. Merci Caroline Segesser d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire, chargé de recherche au sein du secteur socio-politique. Marc Lazare, professeur d'histoire et de sociologie politique. On vous doit une histoire du Parti communiste français aux presses universitaires de France. Merci Frédéric Mettezo, notre correspondant à Jérusalem. On a compris qu'on allait vous envoyer du beurre des Charentes parce que vous avez un peu le mal du pays. Bonne journée en tout cas à Jérusalem.